Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'ai tenu à faire cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu mon projet que je suis en train de construire au fur et à mesure du temps. En fait, c'est un projet qui me tient à cœur depuis vraiment plusieurs années. Et en fait, comment m'est venue l'idée? Eh ben, c'est justement en travaillant à l'éducation nationale. Donc quand j'ai commencé le métier d'enseignant, j'ai été affectée directement à un poste fixe, c'est-à-dire que j'étais voilà, j'avais mon poste dans mon école avec mes collègues, etc. Et il s'avère que c'était une école qui était assez difficile. Donc c'était des enfants qui avaient beaucoup de problèmes dans plein de domaines en fait. Ça pouvait être des problèmes des handicaps, ça pouvait être des problèmes au niveau de la gestion des émotions. Voilà, il y avait beaucoup d'AVS, il y avait beaucoup voilà, de suivi. Donc c'est vrai que pour commencer dans une école, bah, c'est pas idéal. Mais en fait, ça m'a forgé et ça m'a permis de comprendre certaines choses. Et en fait, bah, comment j'ai eu le déclic un jour? Ben, une année, j'ai eu des CM1 et c'était une classe qui était vraiment difficile. Vraiment difficile dans quel sens? Dans le sens où, bah, il y avait, des cas vraiment, problématiques, il y avait un enfant qui avait vraiment beaucoup de mal à gérer ses émotions, un autre enfant, bah, qui voilà, qui était toujours, en colère, qui faisait souvent la bagarre, qui s'énervait pour un oui ou pour un non. Hem des problèmes au niveau de l'attitude, du comportement. Ah là là, cette classe-là, elle m'en a fait baver. Elle m'en a fait baver, mais comme je savais que j'allais avoir cette classe-là à la rentrée, heu, l'été, j'ai fait des recherches. J'avais commencé à faire des recherches sur, comment faire la classe autrement. Parce que j'avais bien compris que ce genre de classe, en fait, avoir une classe normale avec des enfants face à toi et toi qui parles, ça allait pas suffire. Parce que s'il y a pas le contexte pour travailler, je serais pas allée loin. Donc j'ai commencé alors moi je faisais déjà de la méditation, donc je me suis dit: «Bon tiens, je vais mettre ça en place». Donc j'ai mis en place de la méditation. On faisait ça, tous les, midis après la cantine. Ils adoraient, ils adoraient. Alors au début, j'ai toujours une petite appréhension à présenter la méditation aux élèves parce que je me dis: «Ouais, ils vont trouver ça bizarre». C'est vrai que quand on ne sait pas vraiment ce que c'est la méditation, on a tendance à se dire: «Ben, c'est bizarre quoi, je reste comme ça, silencieux», ils se moquent, les uns des autres et cetera. Donc voilà, au début, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais très vite, soit ils s'endorment, soit ils sont complètement détendus et carrément ils me le réclament. Ils me le réclament. Au bout d'un moment, ils me le réclamaient, quoi. Et on restait de plus en plus longtemps. On a commencé par 5 minutes, après 10, après 15. Et clairement, il y avait une grosse différence. Mais bien entendu, ça ne suffisait pas parce que, bah, il y a plein de choses, en fait, plein de choses qui fait que, ben, le la classe, peut être dans un vraiment climat propice à l'apprentissage. Et un jour, donc j'avais, ce fameux élève-là qui en fait, cet élève-là, il était, je sais pas, hypersensible ou je sais pas ce qu'il avait, mais en fait, il était très, très susceptible et s'il explosait, ça me bousillait l'atmosphère de la classe, clairement. Donc je pouvais rien faire, en fait. Donc j'étais obligée de trouver des solutions pour le canaliser. Et donc un jour, cet enfant-là, il pète un câble et bah, il me bousille, mon atmosphère de classe. Alors moi, je me suis vraiment dit que je voulais vraiment pas, tomber dans le cliché où, je le sortais de la classe pour que la classe soit calmée. Ça, c'est vraiment un truc auquel je tenais à ne pas faire. Donc j'évitais au maximum de le sortir de la classe. Je l'ai quasiment pas sorti, sauf vraiment s'il avait besoin de se calmer. Et j'avais pas envie qu'ils prennent cette habitude de sortir. J'avais envie qu'ils prennent cette habitude d'apprendre à se canaliser en restant dans la classe, en essayant de trouver des outils. Donc j'avais mis des outils un petit peu partout dans la classe, faire le point sur ses émotions le matin, faire de la méditation l'après-midi. J'avais mis en place beaucoup de différents ateliers, entre guillemets, défouloirs pour les émotions. Donc je sais il y en a qui ont besoin de se défouler, de violence. Donc il y avait un punching ball. Il y en a qui avaient besoin d'écrire, donc ils avaient un cahier on appelait ça le cahier des fouloirs. Il y en a qui avaient besoin
de dessiner. Donc ils dessinaient. Il y en a qui avaient besoin de s'isoler. Donc on avait fait une petite tente au fond de la classe où ils avaient le droit de s'enfermer un petit peu. Après, j'étais vraiment au début et malheureusement pour moi, c'est cette année-là où je suis partie, où j'ai craqué parce que voilà, j'avais eu des problèmes dans ma vie privée et personnelle. Donc j'ai pas pu exploiter tout ça à fond. Mais par contre, au-delà de ça, ça m'a donné une idée à côté. Alors, comment cette idée m'est venue? Déjà, en fait, j'ai eu un déclic un jour où, du coup, je parlais au directeur, je lui disais, moi, j'en ai marre, j'arrive pas à travailler dans ces conditions-là, enfin, c'est pas possible, quoi, de travailler comme ça. Moi, j'ai 25 élèves, chacun avec des problématiques différentes. Mais moi, je fais quoi, en fait? Je suis pas une magicienne, etc. Après, il me dit, bah, faut que tu apprennes, faut que tu leur expliques qu'il faut qu'ils apprennent à gérer leurs émotions. Et je sais pas pourquoi cette phrase-là, elle a vraiment résonné en moi. Pourquoi elle a résonné en moi? Parce que je me suis dit, mais comment on gère nos émotions? En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai jamais appris à gérer mes émotions. Comment je vais le transmettre à mes élèves qui en ont clairement besoin? Et là, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, comment on gère nos émotions, etc. Et, euh, et de là, en fait, moi, pendant tout ce temps-là, bien entendu, je commençais un travail de développement personnel. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon travail de développement personnel, je me dis, mais en fait, ça, c'est des choses que j'aurais dû apprendre avant, c'est des choses que j'aurais dû savoir avant. Et, et, euh, et donc, en continuant sur mon travail de développement personnel, qui était vraiment pour moi à la base, hein, c'était vraiment pas destiné aux enfants. Je me suis dit, c'est pour moi, je sentais que j'avais besoin de faire un travail intérieur. C'était en plein chamboulement dans ma vie. Je pense que tout est lié et c'est pas pour rien en fait. J'étais en plein chamboulement dans ma vie et donc je travaillais beaucoup sur moi pour changer tout ce que je n'aimais pas dans ma vie. Et puis en fait, au fur et à mesure, je l'ai relié aux élèves et aux enfants. Donc je commence à me renseigner sur la gestion des émotions. Je découvre la communication non violente. La communication non violente, c'est quoi? C'est se reconnecter à soi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que la communication non violente, c'est toujours rester zen, malgré chaque situation, etc. Alors que pas du tout. C'est pas ça, c'est des clichés. En fait, enfin oui, l'objectif c'est de rester zen avec toutes les situations, mais comment? C'est en fait encore une reconnexion à soi. C'est-à-dire que je me reconnecte à moi, j'observe les émotions que je suis en train de ressentir et cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire passer comme message? Et donc, au fur et à mesure, je cherche pourquoi j'ai cette émotion. Il y a un besoin que je n'ai pas comblé et qu'il faut que je comble pour justement canaliser cette émotion. Il ne suffit pas d'être en colère et de dire allez, je me calme, je me calme. Non, des fois, on est en colère et on peut faire ce qu'on veut, et ben on ne peut pas canaliser cette colère. Donc, le tout, c'est de trouver des outils pour canaliser cette colère et en même temps, comprendre d'où vient cette colère. C'est un peu des deux. Et en fait, c'est ça la CNV. Donc, je découvre la CNV et je me dis, mais c'est génial. Je me dis, c'est génial. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt? Et puis mon cheminement continue, et là je me dis, mais en fait, je me dois d'apprendre ça à l'école. Je me dois d'apprendre ça aux élèves. Donc, bien entendu, je ne vais pas révolutionner l'éducation nationale, ce n'est pas mon objectif. Déjà, quand je suis arrivée à l'éducation nationale, j'ai vite vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient obsolètes. C'est-à-dire que le monde a évolué, les mentalités ont évolué, notre manière de penser, notre manière de vivre a évolué, mais l'école n'a pas beaucoup évolué à l'intérieur. Donc là, déjà, on voit que voilà, il y a un gros décalage, mais bon, je suis pas là pour jeter la pierre à l'éducation nationale, pas du tout, parce que c'est vrai que c'est une grosse structure, c'est une grosse institution, et voilà, avec la France, voilà, il y a beaucoup de hiérarchie dans ces infrastructures, et le fait qu'il y ait autant de hiérarchie, bah, ça ralentit en fait le développement sur le terrain. Mais la question n'est pas là, donc moi je me dis qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et donc, je me dis, en fait, et puis souvent, j'ai vu, je vois souvent, on me dit, oui, on aurait dû apprendre ça à l'école, on n'apprend pas ça à l'école, on aurait dû apprendre ça à l'école, on n'apprend pas ça à l'école, ça nous aurait pu servir dans la vie. Et ben moi, c'est ça, en fait, c'est à ça que j'aspire, c'est que tout ce que un enfant aurait dû apprendre le plus tôt possible, dès le plus jeune âge, et ben moi, j'ai envie de le transmettre à travers, justement, développe ton potentiel. Donc, en fait, c'est tout mon cheminement que j'ai eu à travers le développement personnel et mon expérience que j'ai en tant qu'enseignante m'a poussée à
me dire, en fait, tout ça, va falloir l'adapter à un niveau d'enfant et faire en sorte que les enfants, dès le plus jeune âge, aient confiance en eux, sachent ce que c'est une émotion, sachent les gérer, enfin, aient conscience de leur potentiel, euh, voilà, soient ambitieux. Enfin, après, voilà, mon objectif, c'est de développer ça, mais je me dis, ça, je pense que dès 6 ans, c'est possible, jusqu'au lycée, voilà, après, ça s'arrête jamais. Mais voilà, moi, en fait, j'ai voulu allier mon expérience d'enseignante et mon expérience dans le développement personnel, toutes les choses que j'apprends et que je continue d'apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. euh, en ce qui concerne notre personne, notre développement personnel et dans le fait d'être la meilleure version de soi-même. Ça ne se finit jamais, ça ne se finit jamais. Je pense qu'on apprend jusqu'à la mort. Mais il faut être dans cette démarche. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est nécessaire qu'un enfant, dès le plus jeune âge, prenne euh, des réflexes sur plusieurs domaines. Et vraiment les domaines, pour moi, les domaines vraiment primordiaux, c'est les émotions. Les émotions, savoir ce que c'est une émotion, étoffer son vocabulaire des émotions. Parce que des fois, je peux être en colère, mais c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis en furie? Est-ce que je suis un petit peu énervée? Pourquoi je suis énervée? Qu'est-ce qui m'a rendu en colère? Voilà. Moi, j'aimerais que les enfants aient ce cheminement-là instinctivement, qu'ils puissent, voilà, dès qu'ils ressentent une émotion, tout de suite, ils aient ce réflexe de l'observer parce que, en fait, des fois, on est tellement. D'ailleurs, c'est ça qui nous rend déjà, des fois, vraiment incontrôlable, c'est qu'on est dans l'émotion, on a même plus ce recul pour savoir ce qu'on ressent. Donc, déjà, apprendre à observer l'émotion, agréable ou désagréable. Apprendre à observer l'émotion agréable, pourquoi? Parce que pour favoriser cette émotion agréable, je sais ce qui favorise cette émotion agréable, donc je la provoque en faisant ce que j'aime. Et cerner l'émotion désagréable, apprendre à l'observer. Ah là, je suis en colère. Qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qui m'a rendu autant en colère là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que je ressens exactement? Donc c'est pour ça, avoir un vocabulaire d'émotion bien, comment dire, précis, hein, c'est vraiment précis. Et ben c'est très important parce que pour pouvoir mieux se canaliser, mieux se comprendre et mieux gérer en fait. C'est vraiment ça. Après, la deuxième chose que j'estime primordiale, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, ça veut dire être conscient de ce que je vaux, de ce dont je suis capable, de mes qualités, de ce que j'aime pas trop, de mes compétences, de mes facilités. Parce que moi, je pars du principe que chaque enfant est intelligent. On a tous le même cerveau. On a tous, voilà, on est tous constitués de la même manière, sauf qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus visuelles, d'autres personnes qui vont être auditives. Et de savoir tout ça, ça va faciliter la connaissance de soi, va faciliter les apprentissages, tout simplement. C'est ça en fait. C'est que je sais que moi, par exemple, je sais que moi j'ai une mémoire visuelle, donc je sais que pour apprendre mes leçons, il va me falloir des schémas. Il va me falloir des schémas, il va falloir que je dessine, il va falloir que voilà, je synthétise. Moi, je sais que j'ai une mémoire auditive, donc la maîtresse, quand elle va parler, je vais retenir, ou alors il va falloir que je récite pour retenir, etc. Vous voyez? Et tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi et du coup de la confiance en soi. Je sais que j'ai pas réussi ma leçon parce qu'en fait, moi, je retiens pas quand j'écoute, je retiens quand je regarde, quand je vois des images qui synthétisent ce que j'ai vu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la connaissance de soi, elle est primordiale. Et ça, je pense que c'est des réflexes qu'il faut prendre dès l'enfance. Donc, tout ça pour vous dire que il y a encore tellement de choses à vous développer, mais bon, moi, après, vraiment, à terme, c'est vraiment aussi de développer l'ambition des enfants. Donc, il y a des choses à savoir sur la gestion financière dès le plus jeune âge. Il y a des... En fait, j'aimerais que les enfants ne se limitent pas et osent rêver, débloquent leurs pensées limitantes, débloquent leurs pensées négatives et leur donner des outils pour tout ça, justement. Donc avec développe le potentiel, pour l'instant ce que je propose, c'est voilà, des accompagnements individuels. Donc dans ces accompagnements, on aura du développement personnel et du développement dans les compétences scolaires. Donc j'ai des parents qui me disent, voilà, j'aimerais que mon enfant développe la confiance en soi. Sauf que la confiance en soi, c'est large et que, en fait, pour développer la confiance en soi,
travailler les domaines scolaires, c'est lié en fait. C'est-à-dire que par exemple, je vous prends l'exemple d'un enfant, je ne sais pas, un enfant qui a du mal au niveau, par exemple, de la mémorisation, des multiplications ou d'un domaine en particulier, qui n'a pas compris les fractions ou quoi que ce soit, et ben moi, mon objectif, ce sera de retravailler ça, mais d'une manière ludique, d'une manière ludique, et pas juste apprendre les tables de multiplication ou apprendre, voilà, c'est lui expliquer le sens et en fait l'encourager à être en réussite dans mon cabinet pour que justement ça développe sa confiance en soi. Et à côté de ça, le faire prendre aussi conscience des qualités qu'il a, des compétences qu'il a en travaillant, ben vraiment là, vraiment développement personnel, c'est-à-dire je regarde mes qualités, qu'est-ce que les gens disent de toi souvent, qu'est-ce que tu trouves facile toi quand tu fais des choses dans ta vie de tous les jours, etc. Et là, vraiment mettre en avant en fait toutes ces qualités et ces compétences. Donc vraiment c'est ça, c'est faire un suivi où les deux sont liés. Mais quand je parle de domaine scolaire, c'est vraiment pas oui, on va faire les devoirs au cabinet. Ça, c'est vraiment pas ça que je fais. C'est vraiment donner du sens aux apprentissages et aux compétences qu'on a à l'école. Voilà. Par exemple, un enfant qui a des soucis de lecture, eh ben, on va retravailler la lecture d'une autre manière et voilà, prendre le temps, calculer le temps de calcul, ce qu'on appelle l'affluence, la fluidité, voilà, travailler la compréhension, mais je ne vais pas faire les devoirs que la maîtresse donne. Voilà. Un autre exemple, je vous l'avais mis sur Insta la dernière fois, une élève qui a du mal avec les multiplications, et ça, je le comprends parce que moi-même, en tant qu'adulte, j'ai eu beaucoup de mal à retenir, à mémoriser ces multiplications, parce que la technique traditionnelle que nous, on avait avant quand on était petit, c'est-à-dire apprendre par cœur, ça marche pas pour tout le monde, et encore moins avec les enfants d'aujourd'hui, encore moins. Avec toute la saturation qu'ils ont des écrans, mais il n'y a plus de place pour la mémorisation simple comme ça. Il faut innover en fait. Et du coup, donc en fait, voilà, je vais donner d'autres outils pour que l'enfant ait cet apprentissage de l'école, comme la dernière fois. Voilà, on a fait ça sous forme de dessin animé. C'est un peu lié, parce que pour la réussite à l'école, il faut être bien, faut être bien avec soi, avoir confiance en soi, etc., être conscient de plein de choses, et, et puis le développement personnel est indispensable. Donc c'est vraiment les deux qui sont liés. Je prône aussi beaucoup la méditation, parce que je trouve ça mais tellement nécessaire pour se recentrer sur soi, pour favoriser la concentration, pour la reconnexion à soi. C'est quoi? C'est aussi savoir apprendre à me canaliser, apprendre à observer ce que je ressens et donner des outils pour canaliser tout ça grâce à des exercices de respiration, techniques comme ça qui aident à m'observer et donc à être à me reconnecter, à me recentrer sur moi. Voilà, il y a tellement de choses que là, je ne pourrais pas tout vous résumer dans une seule vidéo, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ma manière de voir les choses, mon état d'esprit et ce que j'ambitionne pour les enfants d'aujourd'hui. Dernière chose, comme pour l'instant, j'ai un cabinet où je fais des consultations pour l'instant 2 fois par mois, parce que je continue bien entendu à travailler à l'école. Je vais aussi faire des ateliers. Donc ça, ce sera des ateliers qui seront souvent pendant les vacances et des ateliers où je vais prendre un groupe d'enfants qui seront à peu près, ça dépendra des ateliers, mais ce sera des ateliers qui seront, j'essaierai de prendre un groupe d'enfants du même âge, peut-être limité à 5, ça dépendra aussi du type d'atelier, si je peux prendre plus ou pas, mais mon objectif, c'est que voilà, les enfants, c'est pas de prendre le maximum d'enfants possible, parce que je vois bien qu'à l'école, il y a un problème avec la quantité d'enfants dans la classe, mais c'est vraiment que ce que je vais transmettre, en fait, et ben, ce soit vraiment bien compris et bien intégré par l'enfant. Donc, des petits groupes, des ateliers. Voilà, par exemple, je vais faire des ateliers de tableau de visualisation, gestion des émotions, etc. Ça, ce sera soit pour approfondir si l'enfant il est déjà suivi par moi, soit pour prendre justement des enfants qui ne sont pas suivis par moi parce que il y a pas assez de créneaux pour mon cabinet. Et en fait, mon objectif, ce sera que pendant 2 ou 3 heures, on fasse intensivement cet atelier-là et que l'enfant reparte avec un outil à la maison qui l'aidera justement à repratiquer régulièrement tout ce qu'on a vu en fait durant l'atelier. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé, même si c'est très difficile de résumer vraiment ce que j'ai en tête. Mais à peu près et puis, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer par rapport à mon projet Développe ton potentiel. Donc mon objectif, c'est vraiment que, bah, les enfants soient au maximum de leur potentiel parce que moi, j'ai aujourd'hui 36 ans et je suis en train de découvrir mon potentiel et je me dis ça me frustre en fait, je me dis: «Mais purée, j'aurais été capable de faire ça, ça, ça». Mais je me suis tout de suite toute seule limitée en fait, je me suis limitée toute seule parce que j'avais pas confiance en moi, parce que, voilà, je me suis contentée de la facilité, du minimum et parce que je pense que j'avais des blocages que j'ai appris et que je continue à apprendre à débloquer en tant qu'adulte. Et moi, je veux pas de ça pour les enfants. Je me dis, il y a des enfants, ils ont un potentiel incroyable. Vous savez, maintenant, en ce moment, j'étudie, j'ai une classe, j'ai des classes en SECPA. Et je vois bien qu'il y a des enfants qui ont un potentiel de fou, qui n'ont rien à faire là. C'est parce qu'ils n'ont pas été détectés, ils sont soit dyslexiques, soit ils ont un problème de confiance en eux, soit ils ont des soucis dans le contexte familial qui fait qu'ils n'étaient pas aptes à travailler en fait à l'école. Parce que, mine de rien, pour pouvoir travailler à l'école, il faut tout un contexte favorable à ça. Hein. Et il faut des parents qui suivent aussi. Hein. Les parents, on n'est pas, les enseignants ne sont pas des magiciens. Donc, et en fait, ça me frustre. Je me dis, mais purée, si cet enfant-là était conscient de son potentiel. Après, quand on est dans la boucle, c'est dur de s'en sortir. Et moi, j'aimerais justement que les enfants soient au plus tôt possible conscients de leur potentiel et qu'ils le développent pour qu'ils ne soient pas limités et qu'il atteigne ce qu'il a envie d'atteindre. Le rêve qu'il a envie d'atteindre quand il est petit, je veux qu'il l'atteigne quand il sera adulte. Voilà, pour moi. Bah, sur ce, je vous laisse et j'espère que j'ai été assez claire sur l'objectif de développer ton potentiel. Euh, et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite d'être des mamans et des femmes heureuses.